Dans la continuité de ce qui s'est dit dans la première table ronde, effectivement, on peut voir le RGPD comme une contrainte, mais nous, dans nos collectivités, en tout cas moi, j'essaye de le valoriser, de le montrer comme plutôt un levier pour améliorer l'action publique. Alors, comment arriver à faire passer effectivement cette contrainte en levier? On est bien conscient que nous traitons, comme tous les organismes, des données, à caractère personnel ou pas d'ailleurs, et ces données ont une valeur. Elles ont une valeur parce que, on le voit bien d'ailleurs, nous sommes nous aussi approchés en tant que collectivité par les GAFAM, pour ne pas les citer, notamment IR par exemple, pour récupérer nos données. Donc s'ils veulent récupérer nos données, c'est bien qu'elles ont de la valeur. Donc si elles ont de la valeur, c'est qu'elles doivent être protégées, et surtout on doit mieux connaître le patrimoine informationnel que l'on possède au sein des collectivités. Et aujourd'hui, le RGPD va effectivement permettre aux collectivités de faire ce travail, on l'a vu, par le registre, par la cartographie, de faire finalement une cartographie de l'ensemble des données qui sont collectées et de pouvoir les valoriser, les exploiter, mais bien évidemment, par rapport aux risques identifiés par rapport à ces données, mettre en place une gouvernance de la donnée et des mesures de sécurité. Donc on est bien là, on l'a vu tout à l'heure également, sur une approche également par les risques. Alors pour les collectivités, je dirais le premier défi, c'est l'obligation, pour le coup, d'avoir un délégué à la protection des données. Alors, ce qui n'est pas le cas de toutes les PME, comme on l'a vu tout à l'heure, ou associations, quand bien même tout le monde est concerné et a l'obligation d'être conforme au RGPD. Mais pour les administrations et les collectivités locales, nous avons cette obligation. Donc on peut imaginer que pour une région comme la Normandie, pour un département ou pour une agglo, on peut mettre de la ressource sur ces questions-là, mais pour une petite commune, ça va être nettement plus compliqué. Comme on l'a vu, ça peut l'être pour une association. Donc la première question, c'est comment effectivement arriver à répondre à cette première obligation. Donc on le voit aujourd'hui, il y a différents modèles qui se dessinent, si je puis dire. C'est la mutualisation notamment. Donc Johan Brossard pourra en parler mieux que moi parce que voilà, il est mutualisé pour un certain nombre de communes. Mais c'est également le cas pour la région Normandie, par exemple. Pourtant, la région Normandie, on peut imaginer que le DPO n'a pas à être mutualisé. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a tous les satellites de la collectivité, donc les syndicats, les agences de développement, les agences de l'attractivité, qui forcément se disent on ne va pas à chaque fois dédier une ressource, donc on va tout mutualiser. Et donc là, le défi pour les collectivités, c'est effectivement d'arriver à définir le périmètre d'intervention du délégué et le modèle de gouvernance de ces données et de ces questions sur le territoire. Donc peut-être sur la mutualisation à proprement parler, je vais passer la parole à Johan qui lui a un exemple plus concret. Le grand défi pour les collectivités, on pourra en reparler, et en particulier pour les communes. Parce que en fonction des strates, des moyens, vous doutez bien que les petites communes en particulier, donc grosso modo 36 500 communes en France, dont plus de la moitié qui ont moins de 1000 habitants, donc il n'y a pas de juriste, il n'y a pas d'informaticien. On en revient à toutes les questions qui étaient posées juste avant pour les associations, pour les TPE, PME. C'est exactement la même chose. Donc ce qui est préconisé par la CNIL et ce qui se fait concrètement, la plupart du temps, c'est la mutualisation. Donc l'article 37 prévoit 3 possibilités, dont celle de la mutualisation. Et donc la mutualisation dans les collectivités est le moyen le plus adapté. Et ce qui fait que moi, pour vous prendre mon exemple, j'étais, comme je vous l'expliquais, depuis 5 ans, SIL, pour ces 3 entités-là. Et maintenant, avec le RGPD, je vais être délégué à la protection des données mutualisée pour 30 communes supplémentaires et autant de CCAS. Donc autant vous dire qu'il y a de l'organisation, autant vous dire qu'il y a du travail, il y a pas mal de préparation. Donc ça c'est pour la mutualisation, et l'autre solution pour les collectivités passe notamment soit par les centres de gestion. Donc nous avec Fleur on adhère à la FCDP, Association française des correspondants à la protection des données, dans lequel il y a un groupe collectivité, on échange énormément, parce que les pratiques sont très multiples sur le territoire
sur le territoire national, mais ce sont surtout les centres de gestion et les agences ou syndicats informatiques. Donc, par exemple, je vais donner un exemple concret, la LPI, Agence locale pour l'informatique dans les Landes, a 2 délégués mutualisés. Il y a un certain nombre d'agences, donc nous dans la Vienne, il y a une agence territoriale qui a désigné, recruté spécifiquement un délégué mutualisé et qui propose à un certain nombre de communes, donc hors Grand Poitiers, sur le reste du territoire, ces missions. Donc tout ça pour vous dire que ça s'organise, c'est pas forcément évident à l'échelle du nombre de collectivités et de communes en particulier qu'il y a. Et donc du coup, en interne, derrière, il faut s'organiser. Donc vous doutez bien que moi seul, je ne peux pas. Donc concrètement, on a très récemment un chargé de mission, protection de données, et donc on pourra échanger sur le sujet en fonction des organisations des uns et des autres, mais il y a tout intérêt à s'entourer. On ne peut pas rester seul sur le sujet, et donc monter une équipe. Donc moi j'ai une petite équipe concernant la protection des données personnelles, avec un petit réseau en interne, et des relais que j'ai appelés relais à la protection des données sur les directions stratégiques. Les directions les plus importantes, soit en termes de volumétrie de données, soit en termes de sensibilité de données. Donc au sein des RH, évidemment, direction communication pour notamment les sites, administration générale pour toutes les formalités, direction SIT, système d'information technique numérique, et au CCS, au Centre communal d'action sociale, qui traite particulièrement des données sensibles, puisque dans tout ce qui est accompagnement des personnes âgées, personnes handicapées et action sociale, des accompagnements des personnes en difficulté. Donc vous doutez bien qu'on traite forcément énormément de données sensibles. Donc peut-être un focus sur les communes, je ne sais pas si vous voulez compléter. Alors donc moi je dirige une société qui s'appelle DPO Consulting, donc on a un cabinet de conseil en protection des données personnelles, donc on accompagne des entreprises et des collectivités territoriales et principalement des communes aujourd'hui, mais pas seulement, ça peut être aussi des associations. Je vous ai entendu parler de fonds de dotation notamment. Ça typiquement, enfin, c'est des choses qu'on fait beaucoup. On les accompagne à plusieurs titres, donc on les accompagne déjà au moment de la mise en conformité, donc, et déterminer un plan d'action, et ensuite en tant que DPO externe et notamment sur la partie formation. Ce qu'on a pu constater, c'est déjà que toute la partie privée qu'on a pu voir un petit peu en amont, finalement se sont réveillés assez tôt. C'est-à-dire qu'ils ont des contraintes, on est sur du B2C, ensuite on est sur du B2B, donc par définition, je vais avoir mes donneurs d'ordre qui vont m'imposer d'être conforme au RGPD, ou je vais avoir mes clients, et là j'ai une obligation avec un risque très fort de la CNIL. Les communes, ce n'était pas du tout le cas. Ni les communes, ni d'ailleurs les organismes publics, d'une manière générale, se sentaient pas tellement concernés, d'autant plus qu'il y avait cette, comment dirais-je, cette idée qu'il n'y aurait absolument aucune sanction. Et ça, il y a eu cette idée-là jusqu'à très récemment, puisqu'il a fallu la promulgation de la CNIL 3 pour savoir que finalement, on aurait des sanctions. Donc, à l'abri de toute sanction, qu'est-ce qui me donnerait l'intérêt de mettre un petit peu d'argent pour me conformer au RGPD, sachant que, par définition, j'ai des contraintes très fortes financières, puisque j'ai des dépenses, une évolution des dépenses de fonctionnement qui est limitée à 1,2% par an. Donc 1,2% par an, autant vous dire que c'est quasiment rien, quand parallèlement je dois me mettre sur des smart cities, quand je dois aussi m'ouvrir à l'open data, c'est juste strictement impossible. Donc je n'ai pas 36 solutions, il va falloir que je fasse autrement. Et alors, je fais autrement, ça peut être nommer un DPO en interne. Sauf qu'en interne, je vais nommer un SIL qui était là depuis très longtemps, par exemple, et qui était à la fois directeur juridique ou un DSI, et qui malheureusement se retrouve souvent dans une situation de conflit d'intérêts. C'est très difficile dans une taille de commune de se dire que on va détacher une personne spécifiquement sur le sujet de la protection des données. Donc pour moi, il n'y a pas 36 solutions. C'est effectivement celle de la mutualisation qui me semble la plus évidente, ou de l'externalisation. Donc après, ça dépend des tarifs. D'une manière générale, à part cet enjeu, quand on est une commune, et ça peut dépendre de la taille de la commune, évidemment les plus petites communes sont celles qui sont les plus contraintes. Pour autant, on a accompagné des communes qui font plus de 80 000 habitants ou 120 000 habitants. D'une manière générale, j'ai quand même cette problématique-là. Et j'ai d'autant plus une problématique que la DSI a été construite, comment dirais-je, sans idée péjorative du tout, mais un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on est sur un système d'information très centralisé, qui n'est que sur des logiciels qui ne sont pas du tout en mode SaaS, donc j'ai assez peu de prestataires externes, tout est internalisé, donc la moindre modification
d'un logiciel utilisé en interne est effectivement très coûteuse. Vous le rappeliez tout à l'heure, c'est effectivement très coûteux. Alors, c'est pas le cas pour beaucoup de PME qui ont l'habitude, elles, de travailler avec des sous-traitants. Donc, elles utilisent, par exemple, pour faire leur paye, quelqu'un comme Payfit qui va faire toutes les payes. Donc, c'est simple, je vais reporter toute la responsabilité de la mise en conformité sur Payfit. En revanche, quand je suis une commune qui gère son système d'information au sein d'un centre de gestion extrêmement lourd et comme je le disais un petit peu à l'ancienne, donc c'est vraiment hébergé sur leur serveur, là pour le coup c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, en termes de sous-traitance, vous l'avez dit, mais on en a parlé tout à l'heure, on a quand même les CCAG, les CCAP, oui, d'une manière générale, quand tous ces documents-là sont imposés par plus haut, et notamment les CERFA, donc c'est pareil, toutes les mentions d'information à destination des administrés sont à mettre en conformité au RGPD, mais c'est simple, je ne peux pas le faire puisque c'est un formulaire CERFA que je ne peux pas modifier. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles, quand bien même la commune ou la collectivité territoriale aimerait avancer, elle se retrouve contrainte et bloquée face à plus haut, à vous, quoi. Voilà. On parlait de sous-traitance. Alors, c'est vrai que nous, dans la plupart de nos dispositifs, finalement, on est responsable de traitement et on travaille avec des sous-traitants avec lesquels nous sommes liés par marché. Nous sommes effectivement contraints au marché public et ça pose un réel problème. Donc, je dirais que c'est le deuxième défi pour les collectivités, c'est d'arriver, en fait, par le biais des marchés, à faire également être dans une boucle vertueuse. Parce que, je vous donne un exemple, on utilise un logiciel, par exemple RH, on a une obligation de durée de conservation limitée, sauf que le logiciel RH ne va pas nous permettre ni d'anonymiser, ni d'archiver, ni de purger le logiciel. Donc finalement, voilà, on veut bien nous remplir notre obligation, mais si derrière les éditeurs de logiciels ne montent pas en compétences, ne comprennent pas également leurs obligations, finalement, il y a plein de points de non-conformité qui demeurent. Donc ça c'est une première chose. Et dans les marchés, par exemple, on aurait eu l'obligation, avec le règlement européen, de passer des avenants avec l'ensemble de nos marchés, mais c'est tout juste impossible. Nous, on a plus de... en termes de marché, je ne saurais dire, mais en tout cas, on a 50 principaux prestataires informatiques, avenanter nos 50 marchés en sachant qu'il peut y avoir négociation. On a signé le marché il y a 2 ans. Voilà, avenanter, ça aurait été un travail énorme. Donc, on a fait le choix, en fait, d'envoyer un courrier à l'ensemble de nos prestataires pour les sensibiliser, pour leur dire, voilà, en gros, le règlement européen rentre en application le 25 mai. Vous avez de nouvelles responsabilités et on voit bien les réactions des uns et des autres. Parmi les 50, il y en a qui répondent pas, il y en a qui répondent, qui nous envoient leur politique de protection des données, d'autres qui s'interrogent, qui découvrent le règlement européen. Donc il y a certains prestataires, donc on parlait des PME tout à l'heure, il y a certains prestataires qui, par le biais de ce courrier, découvraient qu'il y avait une nouvelle réglementation qui entre en application. Donc ça pose quand même question voilà, sur effectivement l'appropriation de ce texte. Et après, en interne, c'est très compliqué aussi pour une collectivité, par exemple, comme la mienne, où on est 5000 agents, donc 2000 au siège. En fait, il faut mettre en place des process parce que effectivement, comment à chaque fois faire en sorte que le DPO soit dans la boucle, comment à chaque fois pouvoir relire l'ensemble des marchés, des pièces de marché. Vous voyez bien que c'est un travail énorme et qu'on ne peut pas faire ça tout seul au niveau du délégué et que c'est vraiment un travail collectif. Effectivement, puisqu'on ne peut pas être tout seul, il faut absolument associer la direction commande publique d'emblée par rapport au sujet. Donc concrètement, dans le CCAP, cahier des clauses administratives particulières, on a un certain nombre de documents qui nous permettent de nous assurer, ou en tout cas d'engager nos sous-traitants dans le cadre d'un marché public par rapport au RGPD. Donc concrètement, nous, classiquement, et depuis des années, je pense que tout le monde connaît depuis longtemps maintenant, on a forcément la clause d'engagement de confidentialité, mais bien évidemment, par rapport au RGPD, on ne va pas du tout assez loin avec ça. Donc on a créé des clauses qu'on a appelées clauses protection des données et exigences de sécurité. C'est-à-dire qu'on a vu la chose de manière un peu différente. Il y a un volet juridique, un volet plutôt sécurité. Le volet juridique reprend l'ensemble des grandes obligations du sous-traitant. Donc on avait fait en amont, comme Flore, un envoi de courrier, environ 120 courriers, environ 30 retours sur les prestataires informatiques. Donc prestataires informatiques qui savent très bien qu'on est sur de la donnée personnelle. Hein. On n'est pas sur des sous-traitants qui voient ça de loin. On est vraiment sur des prestataires informatiques. Donc même eux, il y a un quart à peu près qui nous ont fait un retour. Et donc du coup, nous en termes
responsabilité, on doit bien s'assurer, c'est ce que nous dit l'article 28, qu'on engage des sous-traitants qui soient conformes au RGPD. Bon. Donc, concrètement, les clauses, on a fixé un certain nombre d'engagements juridiques, de conformité. Et le deuxième volet, au niveau sécurité, on a un certain point, donc on a travaillé, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec la responsable sécurité système d'information, parce que c'est très important d'avoir aussi un responsable sécurité qui complète le volet. Et par rapport à ça, on a une grille d'analyse, donc ce qui permet, par rapport aux candidats, de pouvoir démontrer quel est leur niveau de conformité au regard des exigences du RGPD. Et derrière, on a fait une grille d'aide à la décision pour passage en CAO et bien évidemment pour analyser les offres des candidats avec une notation, etc., qui permet d'arriver sur un critère conformité, un certain nombre d'exigences. Donc voilà concrètement ce qu'on peut mettre en place. La difficulté, je rejoins totalement Flore, hein, on est dans un monde qui est assez complexe, c'est qu'un certain nombre de sous-traitants nous envoient leur politique protection des données. Et donc, du coup, on a un inversement. C'est-à-dire, nous, responsables de traitement, on doit s'assurer que le sous-traitant est conforme. Mais le sous-traitant, lui, c'est-à-dire la société X informatique, qui a 3000 clients, il ne veut pas s'embêter à faire du cas par cas. Donc, il nous envoie leur politique de protection de données. Et on est vraiment dans la négo, dans du cas par cas. Essayer de trouver un compromis en étant dans le juridique tout en étant dans le pratique. Moi, j'avais une petite question concernant, bien sûr, il y a la question de la relation sous-traitant, mais il y a aussi la question des ressources humaines. Alors, on a parlé effectivement du DPO, on parle, il y a toute la dimension Smart City, la dimension Open Data, la dimension sécurité. Vous, d'après vos observations, comment ça se passe? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a tendance à essayer dans les petites unités, avoir un poste qui regroupe tout ça? Enfin, moi, dans certaines entreprises avec qui j'échange, c'est un peu la patate chaude de qui acceptera d'être DPO, y compris des entreprises du numérique, parce qu'ils se rendent compte que c'est difficile. Ensuite, il y a la question de la qualification. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de qualification encore spécifique, même si notre co-hôte s'engage à monter un diplôme en la matière pour la rentrée prochaine. Bon, il y a cette difficulté-là. Et comment ça se passe aussi en termes de qualité du personnel? Parce qu'on peut faire une erreur sur le recrutement d'un premier DPO. Donc, il est peut-être plutôt conseillé, quand c'est possible, quand ce n'est pas quelqu'un en interne, de prendre la personne en contrat à durée déterminée, voir ce que ça donne, la capacité d'adaptation, la correspondance des profils. Enfin, j'ai l'impression qu'on est... Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les entreprises, les boîtes de recrutement soient en capacité de faire nécessairement les bons choix concernant tout ça. Donc, je vous jette cette série de questions en pâture. Alors, c'est vrai que sur les profils data, comme on les appelle dans la collectivité, on est assez peu nombreux. Donc, on aurait tendance à mettre sur la tête d'un profil data tout ce qui a trait à la data. Donc, ce qui a été mon cas pour la région Haute-Normandie avant la fusion. Donc, j'étais chef de projet Open Data et correspondante informatique et liberté. Avec la fusion, on est sur 2 sites. Voilà, le périmètre a évolué. Il y a l'entrée en application du règlement européen. Moi, j'ai clairement dit, je ne peux pas continuer à avoir les 2 casquettes Open Data. Mais effectivement, on ne se rend pas compte en fait des périmètres ni de l'un ni de l'autre. D'ailleurs, la démarche Open Data, on a l'impression que voilà, c'est facile d'ouvrir des données. Mais animer une démarche Open Data, c'est animer un territoire, c'est animer en interne une démarche qui est mal comprise et ça nécessite énormément de temps. Donc, je pense qu'en fait, il y a vraiment des profils spécialisés et pareil, un DPO n'a pas forcément peut pas avoir de toute façon la compétence juridique et la compétence technique. Donc, je dirais qu'il doit être pilote, il coordonne les compétences et c'est peut-être ça sa première qualité, c'est d'arriver à travailler avec les différents corps de métier. Et voilà, et souvent, il y a une vraie complémentarité, à mon sens, entre le délégué à la protection des données et le RSSI, quand il y en a un. Parce que, par exemple, en région Normandie, pourtant on est une grande collectivité, nous n'avons pas de RSSI. Donc moi, je travaille en binôme avec le délégué à la sécurité des systèmes d'information, qui consacre 20% de son temps. Mais voilà, on voit bien que c'est tout juste pas assez. Donc on est obligé de passer par des prestataires qui sont coûteux pour faire des audits, pour faire des tests d'intrusion, pour faire tout ce qui est technique. Enfin, voilà, ça demande du temps et des compétences qu'on n'a pas forcément en interne. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a un besoin de formation énorme. Donc heureusement, il y a des DDU qui se montent. Il y a quand même des formations qui existent.
généraliste. Moi, j'ai fait le master de l'ISEP, le master protection et management des données à caractère personnel il y a 4 ans. Voilà, et de plus en plus, de toute façon, il va y avoir besoin d'avoir des profils formés. Donc voilà, j'imagine que la formation va répondre aux besoins des entreprises et des collectivités. Et la dernière question, c'était... Ah oui, sur le profil. Le profil, on l'a vu par exemple pour les correspondants informatique et liberté qui étaient désignés juste pas pour une étiquette, mais pour faire vraiment remplir une mission. Finalement, dans un premier temps, avoir une bonne connaissance de l'organisme et des process, parce que c'est vrai que d'arriver dans une entreprise ou une collectivité, quand on doit découvrir toute la manière et la culture de l'entreprise, et c'est très important pour pouvoir sensibiliser de manière pertinente les agents, les services, les cadres encadrants. Il faut bien comprendre comment tout ça s'organise au sein des organismes. Donc voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les collectivités, la problématique, c'est de savoir qui désigner. Moi, j'ai rencontré l'ensemble des directeurs juridiques des régions. Voilà, c'était est-ce que c'est un juriste, est-ce que c'est un informaticien, où on le positionne. C'est vrai que c'est des vraies questions. Voilà. Et chaque collectivité, je pense, fait ses choix en fonction aussi de son passif et de sa culture. Pour moi, là, c'est quand vous le faites en interne, mais en réalité, à l'externe, on a quand même un besoin, selon les chiffres, ça dépend, on parle de 70 000 DPO qui seraient nécessaires dans les prochaines années, donc autant vous dire qu'il n'y en a pas le quart d'existants. Il suffit de regarder le nombre d'adhérents à la FCDP et tout de suite, on se rend compte qu'on en est très loin. Malheureusement, les formations vont prendre du temps, et pourtant, l'obligation de nommer un DPO, elle est déjà là, et d'autant plus pour toutes les collectivités territoriales. Nous, on est organisme externe, mais à la limite, c'est même pas tant le sujet. Le vrai sujet, c'est que d'arriver à trouver quelqu'un à l'externe, même pour nous, pour recruter des gens qu'on va former en tant que DPO, c'est extrêmement compliqué. Il y a un vrai système d'enchères qui se fait, et ce sera un petit peu au plus offrant et à celui qui mettra le plus gros billet sur la table pour obtenir le DPO. Alors autant, je pense que certaines entreprises du secteur privé, et notamment les grandes entreprises, sont très armées sur le sujet. Autant les collectivités territoriales, c'est un petit peu plus compliqué, même s'il y a la sécurité de la fonction, la sécurité de l'emploi. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu plus compliqué encore à l'externe. Par rapport au profil, effectivement, on en discutait avec Flore, on est régulièrement sollicité par d'autres collectivités. Alors je parle plutôt sur la période mars-mai, mais malheureusement encore maintenant, sur mais comment vous y prenez, qu'est-ce que vous faites, parce qu'il suffit d'avoir fait... des articles dans la Gazette des communes et hop, tout de suite, ça y est, on est sollicité. Donc du coup, tout ça pour vous dire que ça revient très souvent. Quel est le profil? D'autant plus que, oui, très souvent, juridique, informatique, mais de plus en plus, contrôle, qualité, on en discutait, vraiment le volet communicant, le volet dialogue est très, très, très important. Si on impose en disant l'article temps du RGPD dit donc on fait, ça va pas fonctionner. Nous on a 50 directions, 3500 agents, pour arriver à sensibiliser tout le monde, faut s'adapter, il faut savoir vulgariser, il faut savoir s'adapter. Donc c'est un ensemble de compétences. Et ce que je voulais dire également, il y a la question de l'incompatibilité, ce qui était évoqué. J'ai des questions aussi d'autres collectivités qui disent, mais alors est-ce qu'il y a un risque par rapport au DSI d'incompatibilité? Effectivement, on ne peut pas être à la fois délégué à la protection des données et responsable de traitement. De plus ou moins près, on ne peut pas participer aux finalités, aux moyens du traitement et en même temps être DPD. Sinon, on perd sa neutralité et donc on perd son objectivité et tout le sens du rôle du délégué. Donc il y a ces éléments-là. Après, il n'y a pas un profil type par rapport au délégué.